En 2016, donc vous gagnez le prix Goncourt pour votre deuxième roman, Chanson douce. D'ailleurs, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour écrire une histoire pareille. Et j'aimerais savoir ce que depuis ça a changé pour vous dans votre carrière. Ah, ça a tout changé. Pour moi, ça a tout changé. Le prix Goncourt, c'est un prix qui, enfin, je m'en rendais pas compte avant, mais qui change vraiment une vie d'écrivain. C'est un des prix les plus prescripteurs au monde. Immédiatement, vous êtes traduit partout, vous êtes invité dans le monde entier. Et puis, moi, j'ai eu de la chance parce qu'après, voilà, j'ai continué à avoir de l'inspiration, à avoir envie d'écrire. J'ai publié 3 ou 4 livres même depuis. Donc, non, non, bien sûr, ça a changé ma vie. Et il a tellement eu du succès, ce livre, qu'il a été adapté au cinéma et brillamment interprété, le personnage principal, par Karine Viard. Est-ce que depuis, parce qu'il me semble que c'est la première adaptation de ce que Mhm. vous écrivez, est-ce que du fait de voir vos personnages qui devaient être très intimes à la base sur le grand écran, ça vous a donné quelques velléités pour écrire pour le grand écran? Non, pas du tout, pas du tout. Tous mes livres là vont être adaptés. Le pays des autres en série, Chanson douce au cinéma, enfin en série aussi par Nicole Kidman, dans Le Jardin de l'ogre au Brésil. Donc bon, ces choses-là existent. Ils sont en train de faire ces projets. Je trouve ça fascinant. Mais moi, j'ai un instrument qui est merveilleux, qui est le roman. Et le roman, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, puisque je suis à la fois chef décorateur, directeur de la photographie, réalisatrice, actrice, maquilleuse, et je peux faire absolument ce que je veux, des scènes de bataille avec 500 figurants si je veux. Et en fait, voilà, et cette liberté-là, je la remplacerai contre rien au monde. Donc vraiment, pour moi, mon métier et ma vie et ma passion, c'est le roman. Euh, J'avais vu une émission française, un plateau de télé où vous parliez de la colonisation et surtout, si je me souviens bien, d'un vol d'histoire, que tout à coup, on n'a plus d'histoire, on est essentialisé à une espèce de masse comme ça, sans histoire. C'était quoi ce message profond? Est-ce que, enfin, certainement qui passe avec votre livre aussi? Je pense, moi, mon sentiment, c'est que j'ai eu 20 ans, un mois après le 11 septembre 2001. Et à partir de cette date, j'ai eu le sentiment très très fort d'avoir été beaucoup réifiée, d'être devenue dans le regard, en tout cas, du monde occidental, du fait que j'étais musulmane, d'être devenue finalement une sorte de cliché ambulant, dont ils avaient le sentiment de savoir qui j'étais, de connaître mon histoire, de savoir ce que je pensais. Et c'est vrai que quand on est un intellectuel ou un écrivain venant du Sud, moi j'ai été élevée en lisant des romans américains, en lisant des romans français, anglais, russes, et on m'a dit ces grands romans sont des romans universels. Mais on ne m'a jamais dit que mon histoire à moi aussi, elle était universelle, que l'histoire de mon pays aussi, elle pouvait parler à un anglais ou à un allemand. Moi, je me suis toute ma vie identifiée à Catherine, à Anna, à Emma, et je considère qu'on soit arrivé à une époque où il est normal qu'une Catherine s'identifie à une Aïcha ou à un Mohamed. Donc c'est en ça que je dis que notre histoire nous a été d'une certaine façon volée, à la fois parfois par les pouvoirs autoritaires qui ont été mis en place après la colonisation, mais aussi par le regard un peu condescendant de l'Occident qui nous a enfermés d'abord dans les peuples colonisés et ensuite dans une religion ou une entité comme ça. Et la littérature, elle a cette force-là de pouvoir ramener de la complexité, de l'incarnation et de l'humanité, tout simplement, finalement indépendamment presque indépendamment de la culture. Moi, quand j'avais 12 ans et que j'ai lu Dostoïevski ou Tolstoï chez moi à Rabat, c'était écrit par des hommes dans un pays où j'étais jamais allée, 100 ans avant ma naissance, et pourtant j'avais l'impression que c'était mon histoire, ça me parlait. Donc c'est avec cette envie-là, avec cette ambition-là, en tout cas, que j'écris. Dans votre famille, donc je regardais un peu votre histoire familiale, votre grand-mère est issue d'un village, c'est une bourgeoise d'Alsace, qui est venue s'installer au Maroc. Dans ce sens-là, c'est plus rare que dans l'autre sens. Est-ce que ça a impacté votre ADN familial, la façon dont vous vous êtes construite, d'avoir une grand-mère française, mais qui a vécu au Maroc? Oui, ma grand-mère, en plus, était un personnage vraiment à part. Ma grand-mère, elle était alsacienne. Elle a rencontré mon grand-père pendant la guerre, puisqu'il était dans l'armée coloniale. Il a libéré son village. Et elle s'est installée au Maroc avec vraiment beaucoup de passion, avec un désir d'aventure et tout, mais aussi avec un désir très fort de connaître le pays dans lequel elle allait s'installer. Elle parlait l'arabe parfaitement, elle parlait le berbère, elle écrivait et elle lisait l'arabe. Et c'était vraiment une femme qui était très, très marocaine. Ma grand-mère, par exemple, dans les 10 dernières années de sa vie, elle a refusé de manger avec des couverts. Elle mangeait que avec les mains.
Elle vivait que pieds nus, elle vivait feuve bled. Enfin, c'était vraiment une femme qui avait un amour pour ce pays très très fort, tout en étant profondément alsacienne. Et donc ma grand-mère, elle m'a enseigné une chose fondamentale, c'est que on est fait de contradictions et qu'on n'est pas obligé de choisir, qu'on peut être à la fois européen et africain, et musulman et français, et d'une république et d'une monarchie, et que voilà, tout ça, ça fait notre identité, et que la vie, elle n'est pas faite de choisir son camp et se trouver des ennemis à tout prix. Et ça, je lui dois beaucoup de m'avoir appris ça. Mais est-ce que, ma question c'était surtout sur la proposition d'Emmanuel Macron, qui vous avait proposé de devenir ministre de la Culture. Et vous avez dit non, vous avez préféré être la représentante pour la francophonie. Pourquoi ce choix? Bah, parce que je trouve que c'était logique par rapport à mon travail, surtout que je venais de recevoir le concours, je voyageais dans le monde entier, et que moi, mon matériau, c'est la langue, en particulier la langue française. C'est comme un peintre qui deviendrait, voilà, représentant de peinture, un truc comme ça. Moi, voilà, c'est ma base, c'est mon outil, et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la diversité et la variété. Je trouve que, par exemple, une des grandes forces d'un pays comme le Maroc, c'est d'être un pays multilingue. C'est un pays où les gens ont d'abord un don pour les langues assez extraordinaire, et où on peut, dans une même conversation, passer du berbère à l'arabe, au français, à l'anglais. Et je pense que cette richesse, faut pas la perdre. Et que les conservateurs et les gens qui nous disent que c'est pas bien de parler français ou c'est pas bien de parler l'anglais parce que c'est trahir notre culture, c'est pas des gens qui sont pour les générations futures ou qui travaillent en faveur de leur avenir. Donc, pour moi, c'était aussi un discours politique que de dire je me considère pas comme une traite à mon pays dans le fait de parler français ou d'écrire en français.